Merci, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et un honneur d'être entre la Suisse et la France comme vous. Né en France, mais je suis parti à 18 ans aux États-Unis, ensuite au Japon, et puis ensuite je me suis retrouvé en Suisse, que j'ai tout de suite aimé. Et après être reparti, je suis revenu et regardez ce soleil qui s'ouvre pour nous. Je dois dire que là, la vue, Thierry, vous avez raison. Donc, on en profite tous ensemble. Et je voulais en profiter pour remercier Thierry de cette invitation qui me permet de partager avec vous un épisode de ma vie qui est évidemment très important. Et comme Thierry m'a encouragé à parler, il m'a dit vous pourriez parler d'amour, du sens de la vie, tout ça. Je pensais que les gens étaient là pour la transition énergétique. Il me dit ouais, mais on pourrait quand même élargir le sujet. Je dis oui, on va essayer de trouver Dieu dans les déchets nucléaires. Voilà, donc ça c'est le thème de la soirée, mais on va surtout parler de transition énergétique. Donc je me permets de replacer le contexte, puisque c'est ça qui quand même vous intéresse principalement. Et quelle est la motivation derrière Transmutex, qui est une jeune société fondée en Suisse en juillet 2019, en fait le 29 juillet 2019, parce que le 29 juillet est la journée de commémoration de la fondation de la NASA, et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pour que ce soit stable, il faut 3 piliers. Donc on a fondé Transmutex le même jour, avec une ambition qui s'inspire des plus grands. Il faut toujours aller voir assez loin. Donc, je vous raconterai pourquoi j'y suis venu, mais d'abord je vous raconte quelle est la motivation aujourd'hui qui fait que je me lève tous les matins et on se bat pour un projet qui est assez fou. Premièrement, on a battu, vous êtes peut-être au courant, mais en fait c'est bien de le rappeler quand même, on a battu les records de CO2 dans l'atmosphère tous les ans depuis qu'on fait les mesures en haut du volcan à Hawaï, sur la grande île de Hawaï. Il y a un capteur de la NOAA, la National Atmospheric and Oceanic Administration américaine, qui mesure le CO2 loin de toute entreprise, de toute émission de carbone. Et on a, depuis toutes les COP, c'est assez amusant, d'ailleurs Jean Covici fait aussi assez bien le lien, c'est-à-dire que depuis qu'il y a des COP, on a quand même chaque année battu. Donc si j'étais un martien qui arrivait sur Terre, et on me dit l'humanité est en train de se battre contre le CO2, je dirais vous êtes complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça ne marche pas du tout. Alors, en tant qu'ingénieur, quand on dit on va faire quelque chose, en général, on met les moyens pour faire quelque chose et on mesure que ça marche. Et si ça ne marche pas, on change. Et là, ça fait 30 ans qu'on ne change pas. Ça fait... Pourquoi je dis 30 ans? C'est parce que avant Al Gore et le film d'Al Gore qu'on a probablement tous vu la moyenne d'âge, je m'excuse de me faire partie, je vous emmène avec moi dans un certain âge, mais quand même, Al Gore 2006, ça nous a ouvert les yeux, mais avant ça, on était au courant. Il y a eu des COP avant. Donc, voilà, on est absolument en train de rater la transition énergétique, en tout cas, de réduire le CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est la première chose. Okay. En tant qu'ingénieur, je regarde la situation et je dis ok, on lit tout, c'est formidable dans les journaux, les panneaux solaires ça va être génial, les éoliennes ça va être fabuleux, on va faire on va capter l'énergie des vagues et des marées. Je sais qu'il y a des très beaux projets dans le delta du Rhône, dans la Méditerranée, ça va tout changer, etc. Quand même, quand on regarde, il n'y a que 3 moyens, de résoudre ou de faire la transition énergétique. Il n'y en a que 3. C'est assez simple. C'est pas le solaire ou l'éolien, c'est le stockage énergétique. S'il n'y a pas de stockage derrière le solaire et l'éolien, ça sert à rien. On l'a bien vu avec l'Allemagne. L'Allemagne s'est gargarisée de faire la transition énergétique avec des renouvelables, et puis dès que la marée se retire, on voit qu'en fait ils n'avaient pas de maillot de bain. Parce que c'était que du gaz. C'était que du gaz. Derrière tous les panneaux solaires et toutes les éoliennes, il y a du gaz. Parce que sinon, vous avez 3 mois dans l'année où ça ne marche pas.
Et si vous n'avez pas de stockage énergétique, eh ben, vous n'avez pas de douche chaude, vous n'avez pas d'usine qui marche, vous avez un système qui ne fonctionne pas. Donc, regardons le stockage énergétique. Aujourd'hui, aux États-Unis, avec les batteries, ils ont peut-être 2 minutes de stockage de l'électricité américaine. 98% du stockage de l'énergie aux États-Unis, ce sont des barrages hydrauliques. Il n'y a à peu près que ça qui marche, avec le pompage de l'eau, puis on redescend. Donc, il est assez probable que ça ne va pas marcher, qu'on n'aura pas suffisamment de stockage énergétique. Et d'ailleurs, quand on fait le calcul du lithium qui sera demandé par les voitures, simplement les voitures, il est probable qu'il n'y ait pas assez de lithium. Donc, si en plus on fait des batteries pour toute l'énergie, c'est assez important. Juste une petite note, parce que ça on oublie de le dire, l'électricité ne représente que 25% de l'énergie que l'on consomme. Donc quand vous dites c'est formidable, regardez, toute l'énergie est produite avec des panneaux solaires et des éoliennes, c'est que 25% de l'énergie, et en général, c'est pas pour longtemps, c'est toujours un pic comme ça. Donc ça c'est la première chose, et honnêtement, ça paraît impossible, c'est une impossibilité, ça existe dans les systèmes d'ingénieurs, qu'on arrive à avoir assez de stockage pour qu'on puisse faire des panneaux solaires et des éoliennes. Suffisamment pour tout couvrir. La deuxième chose, c'est la fusion nucléaire. Tout le monde est très excité, vous avez été à ITER, moi aussi j'ai été à ITER, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Bigot, avec François d'ailleurs, qui m'a amené, et c'était un grand monsieur. On lui rend hommage aujourd'hui, il est mort il n'y a pas longtemps, en fait, dans le feu de l'action, parce que quand même il avait 72 ans et il était quasiment mort à son bureau malheureusement, pour lui et pour nous, c'était un très grand monsieur. Et il a pris cette mission impossible de faire marcher ITER. Au moins, c'est bien géré maintenant. Enfin, c'était bien géré. Maintenant, les Japonais reviennent, on ne sait pas ce que ça va donner, mais enfin bon, on espère que ça va marcher. Je voudrais juste faire quelques remarques, parce que moi j'étais très très enthousiaste sur la fusion, jusqu'à ce que je regarde. D'abord, je vous dis, Bernard Bigot m'a dit, Franklin, il faut que vous fassiez marcher votre truc, parce que la fusion, ce ne sera pas avant la fin du siècle, si ça marche. Il me l'a dit directement, François était là. Okay. Parce que ça paraît un peu fou que je dise ça, quoi. Mais il y a un témoin. Non. Je voudrais faire une remarque sur la fusion. En tant qu'ingénieur, c'est assez intéressant. La fusion, ça n'existe pas sur Terre. C'est important de s'en rendre compte. Ça n'existe pas sur Terre. Ça existe dans l'univers. Mais ça n'existe pas sur Terre. La fission, donc quand on prend des gros atomes et on les casse, donc le nucléaire d'aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a entre nous. On a 5000 événements de fission dans notre corps chaque seconde. Donc on est fissionnable. Tout est fissionnable sur Terre. Okay ? 50% de l'énergie de la Terre qui fait que le noyau de la Terre est en ébullition et permet de tourner sur lui-même, ce qui fait le champ magnétique qui protège des particules de fusion qui arrivent du Soleil, c'est la fission de l'uranium et du thorium dans la croûte terrestre. Donc la fission est partout, la fusion est nulle part. Ça me pose un problème, en tant qu'ingénieur, de me dire que les hommes vont inventer un système qui n'existe pas sur Terre. Enfin bon, pourquoi pas? En tout cas, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, on ne peut pas compter dessus pour faire une transition énergétique. Donc il reste la fission nucléaire. C'est un peu la seule solution. Il faut savoir qu'avant la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait que le bois. Un peu les bousses de vache aussi. Enfin, il y avait des sources d'énergie qui étaient uniques. Fin du XIXe siècle, il y avait moitié bois, moitié charbon. Et le pétrole a augmenté, mais c'est très récent, sur le XXe siècle et a explosé dans les années 50. C'est très récent. Okay. Donc, dans les énergies qui pourraient soutenir la civilisation humaine dans son progrès, et si vous regardez autour, on est en train de dépenser une énergie complètement incroyable à être ici ensemble. Déjà, on est venu en voiture, ensuite on est chauffé, ensuite tout l'acier ici, tout le béton, c'est une concentrée d'énergie absolument incroyable qui serait impossible à faire avec le bois et le charbon d'il y a 100 ans. Si on veut continuer cette civilisation, il faut trouver la solution pour la fission nucléaire. C'est une logique imparable. Imparable.
On peut tout vous dire sur les panneaux solaires et les éoliennes, ça ne va pas suffire. L'énergie fondamentale de l'univers, pas du monde, de l'univers, c'est le nucléaire. C'est l'énergie fondamentale. D'ailleurs, c'est ce qui fait le solaire et l'éolien. Parce que c'est le soleil qui fait le solaire et l'éolien. L'énergie fondamentale de l'univers, c'est le nucléaire. Et c'est notre mission de civilisation de trouver la solution. Le nucléaire, quand on regarde, c'est magique. 1 gramme d'uranium représente la même énergie, potentiellement, que 3 tonnes de charbon. 3 tonnes de charbon. Et le charbon est lui-même 10 fois plus concentré en énergie que le solaire ou l'éolien. Donc, le nucléaire est à peu près 10 millions à 100 millions de fois plus concentré en énergie que ce qu'on appelle renouvelables, qui ne sont pas renouvelables parce qu'au bout de 25 ans, il faut les jeter. Donc c'est notre mission de trouver comment on va faire. Alors, en général, les gens ne savent pas ce que c'est que le nucléaire. Donc je vais vous faire un cours sur le nucléaire. Okay ? Comme vous êtes assis, ça va ? Le cours sur le nucléaire, en 30 secondes, vous pouvez regarder vos montres. Le nucléaire, c'est E égale MC2. C'est assez simple. Prenez un gros noyau, vous le cassez en deux. La différence de masse qui vient de la différence de stabilité du noyau, en fait, la masse, c'est pas parce qu'on a un peu de bide, c'est les noyaux, c'est la stabilité. Donc le M, c'est la différence de masse. Vous multipliez ça par un énorme chiffre qui est la vitesse de la lumière au carré, et vous avez le nucléaire. C'est assez simple. Voilà, vous avez compris le nucléaire. Après, ça devient compliqué, mais ça, c'est assez simple. Donc, si on reprend le nucléaire, on est plusieurs millions de fois plus dense énergétiquement que n'importe quelle autre énergie sur Terre. Okay. Ça prend très peu de place. Ça prend à peu près 1000 fois moins de place que l'éolien, 100 fois moins de place que le solaire. Ça peut la même place que le gaz ou le pétrole. Okay. Ça marche tout le temps, à n'importe quelle latitude. Et ça, c'est très important parce que pour faire de l'hydrogène, on va avoir besoin d'eau douce. La compagnie du Rhône sait très bien que malheureusement, le débit du Rhône est estimé de baisser de 40% d'ici 2050. Donc on ne va pas pouvoir mettre des centrales nucléaires partout autour du Rhône. D'ailleurs, le Rhône est aussi un emplacement extraordinaire pour les centrales nucléaires qui sont parmi les plus puissantes de France. Mais à un moment donné, on va avoir un problème d'eau douce. Okay. Donc, il y a un besoin de trouver le bon système. Ça marche tout le temps. Qu'il fasse chaud, froid, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait du vent, tout ça, ça marche. Et ça utilise très peu de matière par rapport au solaire et à l'éolien. Très peu de matière. Et la dernière chose, c'est que ça produit très peu de CO2. Moins de CO2 que toutes les autres énergies, ou équivalentes, avec l'éolien en mer. Okay. Donc c'est assez magique. C'est assez magique. Bon. C'est jamais totalement magique, c'est ça le problème. Il y a certaines choses qui sont totalement magiques, très peu, à part ma femme. C'est donc, là, il y a toujours un défaut. Et le défaut principal du nucléaire, c'est assez clair, tout le monde pense, c'est la sécurité. Non, c'est même pas la sécurité, parce que ça a tué très peu de gens, en fait. La source d'énergie qui a tué le plus de gens, ce sont les barrages hydrauliques. Mais le problème principal pour moi, mon évaluation du nucléaire, ce sont les déchets. Les déchets à long terme. Parce que ce sont des déchets qui durent 300 000 ans. 300 000 ans, c'est très 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 long. Les caves de Lascaux, c'est 40 000 ans. Okay. Donc évidemment, on retrouve des silex qui ont été taillés, donc qui montrent une certaine intelligence, il y a 300 000 ans. Enfin, c'est quand même très long. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets? Il y a un problème éthique, bien sûr, de laisser des déchets à des générations, énième génération, pour de l'énergie que nous, on dépense. Donc votre dîner va se payer en déchets nucléaires, dont on ne sait pas ce qui va se passer, à 1000 générations. Bon. Donc pour moi, l'arrêt, le full stop, c'était les déchets nucléaires. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que le plutonium, dont vous entendez surtout parler, bon, le plutonium, en fait, vous pouvez le tenir dans la main, bon, ça va vous rougir un peu la peau, mais ça ne fait pas grand-chose. En fait, le plutonium est extraordinairement toxique à l'ingestion.
et en particulier, les déchets nucléaires en général sont toxiques à l'ingestion. Okay. J'ai rencontré des ingénieurs des sous-marins nucléaires russes qui m'ont raconté l'histoire épique. J'étais à Moscou pour rencontrer ces gens-là qui ont inventé toute une nouvelle technologie. C'est quand même, malheureusement pour nous, la Russie qui s'est coupée du monde était parmi les plus grands leaders et les gens les plus intelligents dans le nucléaire. Enfin, l'histoire assez drôle des sous-marins nucléaires russes, c'est qu'il y avait quand même pas mal de radiation dans ces sous-marins et que les officiers techniciens qui s'occupaient des réacteurs ont vécu plus longtemps que le reste de l'équipage. Donc ils m'ont dit, vous savez, les radiations, c'est très bon pour nous et tout ça. Je dis, oui, mais c'est super, on va ouvrir des spas en Russie avec des radiations alpha. Bon, mais il se trouve que c'est pas que mauvais. Bon, je veux pas faire la pub des déchets nucléaires quand même, mais bon. Donc, on a un problème de déchets qui sont extraordinairement bien gérés aujourd'hui, et je vous raconterai pourquoi je pense ça, mais qui font exploser les comptes d'EDF, qui font exploser les comptes des gouvernements français, des gouvernements américains, et qui font que les Suisses économisent beaucoup d'argent qui aurait pu être investi dans l'économie. Donc, juste pour vous dire, par exemple, aux États-Unis, les déchets ne sont pas enterrés, ils sont mis à côté des centrales nucléaires, en plein air. Le gouvernement américain, qui est responsable des déchets nucléaires, qui aura dû s'en occuper, donc en fait, les sociétés qui avaient produit de l'énergie devaient leur refiler. Comme ils ne savent pas quoi en faire, ils payent les sociétés qui ont produit ces déchets pour garder les déchets sur place des centrales, et ils payent 600 millions par an pour que les déchets soient gardés sur place. Et ils sont dans des fûts qui vont durer 100 ans, alors que les déchets durent 300 000 ans. Vous savez, c'est une absurdité absolument extraordinaire. En France, nous allons relancer le nucléaire, et je suis tout à fait d'accord de relancer le nucléaire français, mais enfin, il faut relancer surtout l'éducation, la filière, et puis la gestion de projets, parce que pour l'instant, c'est un peu un problème. Et il faut savoir que le trou qu'on va faire à Bure, qui s'appelle CIGEO, n'a pas été dimensionné pour les 14 centrales qu'on va ajouter. Donc tout d'un coup, le trou va être complètement refait. Il faut savoir aussi que les 25 milliards qui ont été alloués pour faire le trou, c'était Madame Ségolène Royal qui a dit, écoutez, 30 c'est trop, 25. Voilà. La Cour des comptes dit, ça n'a aucun sens, on ne sait même pas pourquoi ça a été 25 milliards. On ne sait pas. Donc ça va être probablement être 35 milliards. Sauf que le problème, c'est que chaque milliard qui augmente, pour chaque milliard qui augmente, EDF, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, prend 300. Donc pour 10 milliards de plus, pour faire le trou, EDF va prendre 3 milliards dans la tête. Et puis nous, on prend le reste. 6 milliards, qui va payer? Nous. Parce que c'est le commissariat à l'énergie atomique qui en fait doit cet argent, parce que c'est leurs déchets. Le commissariat à l'énergie atomique, et ben c'est nous. Enfin, moi je suis en Suisse, maintenant c'est moins moi. Mais enfin bon, c'est quand même l'Europe, quoi. Alors, on peut être solidaire, disons, hein, Thierry, on est solidaire, d'accord. Donc on a un problème avec ça. Le trou qui devait être fait aux États-Unis, si on l'avait rempli avec tous les déchets qui avaient été produits aux États-Unis, aurait été complet, rempli à ras-bord en 2015 déjà. Et il a été annulé de toute façon, parce que les études ont montré qu'on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer géologiquement, même dans le milieu du désert du Nevada, au-delà de 10 000 ans. Comme les déchets durent 300 000 ans, c'est un problème. Voilà. Juste pour vous dire que Bure, c'est pas fait. C'est pas fait. En Suède, ils ont fait le trou, ils ont eu l'approbation, ils ont pris un petit village qui est tout au bout nulle part, et on leur a dit on va vous payer pendant 500 ans une fiscalité fabuleuse. Tout le monde a dit c'est super, tout d'un coup on va avoir une nouvelle piscine, je sais pas ce qu'on fait en Suède de toute façon avec cet argent, mais bon, ils se sont bien débrouillés. Donc, moi, j'en étais là, à vouloir résoudre le problème du monde, à trouver un sens à ma vie en me jetant dans l'action, et comme je ne trouvais pas de solution au nucléaire, parce que je n'avais pas de solution pour les déchets, je me suis mis à manger des insectes. Parce que c'est l'autre façon de sauver le monde, bon, ça ne va pas être un très bon exemple ce soir, c'est de manger moins de viande, quand même. Et de remplacer la viande, la protéine animale, par de la protéine insectivore. Enfin, et il faut savoir que la Suisse avait été le premier pays, il y a 5 ans, à voter une loi qui permettait la consommation humaine d'insectes.
et j'avais trouvé un élevage d'insectes bio, parce il y a qu'en Suisse qu'on trouve un élevage d'insectes bio, qui vend à des zoos allemands, parce qu'il n'y a que dans les zoos allemands qui achètent des insectes bio pour leurs reptiles. Et moi, j'ai bouffé les mêmes insectes que les reptiles allemands. Et c'était pas mal, sauf que je pense que je suis vraiment nul en cuisine. Et donc, au bout d'un moment, pendant 1 an, j'ai bouffé des insectes. Et au bout d'un moment, j'ai été soulagé de déjeuner avec un ancien du CERN, qui avait 82 ans, et qui venait de faire Genève-Chicago en monomoteur. Voilà pourquoi je déjeunais avec lui. Parce que quand même, c'était intéressant de se dire comment, à 80 ans, on fait Genève-Chicago en monomoteur. Et à la fin du déjeuner, je lui parlais d'hydrogène, de comment on fait de l'hydrogène avec de l'eau douce, etc. Et je lui disais qu'il n'y avait que le nucléaire, mais les déchets, enfin je lui racontais toute mon histoire après l'avoir écouté. Et il m'a dit, au CERN, il y avait un professeur, qui s'appelait le professeur Carlo Rubbia, qui avait eu le prix Nobel, qui avait été directeur général du CERN, qui avait fait une démonstration, c'était pas juste une idée, qui avait fait une démonstration de la destruction de déchets nucléaires avec des accélérateurs de particules. Ça, c'était au café. Je lui dis, de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Et si c'était vrai, pourquoi c'est pas déjà fait? Il dit, je peux pas te dire, mais si tu veux, je te présente les gens qui ont travaillé avec lui. Je dis, banco, j'en avais marre de bouffer des insectes. Donc j'ai été les voir. Et à ce moment-là, on rencontre des grands scientifiques, des très très grands scientifiques. Ça, c'est le CERN, franco-suisse. C'est là où il y a vraiment quelque chose à faire ensemble, hein, qui vous racontent que c'est vrai. Donc on rentre dans le mode grand requin blanc, à ce moment-là, qui est le mode de tourner autour de l'opportunité, comme le grand requin blanc tourne autour du phoque qu'il est en train de regarder là-haut. Et si vous savez, le grand requin blanc tourne autour du phoque parce que c'est très dangereux d'aller manger un phoque, il vous gratte les yeux, et si vous devenez aveugle en grand requin blanc, bah, vous devenez food for others, en fait. Et donc, il va choper le phoque et il le perd 50% du temps. Donc voilà, ça c'est la vie d'un entrepreneur. Pour moi, c'est on tourne autour et quand on va choper le phoque, on le rate 50% du temps et en plus on va se faire mal. Donc moi, je suis rentré en mode grand requin blanc pour aller voir ce qui se passait. Et pendant 1 an et demi, j'ai étudié le sujet et j'ai pas trouvé de trou dans la raquette. Donc à ce moment-là, on commence à avoir peur. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est impossible. Quand vous voyez, tout le monde se plante dans le nucléaire. Tout le monde. EDF se plante, Framatome se plante, enfin tout le monde, ils ont des budgets qui explosent. Westinghouse a des budgets qui explosent. Il n'y a plus que les Russes, les Chinois, on va se faire canarder. Enfin, c'est vraiment pas un milieu dans lequel vous avez envie de faire de l'entrepreneuriat. En plus, les prix sont délirants, les budgets sont délirants. Mais enfin, vous avez quand même devant vous la réponse au problème que vous étiez posé, qui était, si on veut faire de l'hydrogène pour remplacer l'essence, etc., il faut du nucléaire, et le problème du nucléaire, c'est les déchets, et on vient de trouver une solution pour les déchets, et ça te tombe sur les genoux. Qu'est-ce que vous faites? Alors, à ce moment-là, avant de monter la boîte, on lit la Bible. Ouais. Et j'ai eu la chance... Ouais. C'est pas un réflexe très français. Mais j'ai eu la chance d'avoir redécouvert la Bible avec mon frère David qui était en train de mourir, qui n'était pas un très grand croyant, on n'allait jamais à la messe. Je ne vais pas à la messe, je vous rassure, je ne vais pas à la messe. Enfin, je vous rassure, je ne sais pas. Mais enfin bon, je ne suis pas un extrémiste religieux. Mais j'avais été très frappé du fait que mon frère, quand il était dans l'agonie, s'était tourné vers les psaumes de David avec quand on lui dit « Je suis là et je te tiens la main quand tu vas traverser le désert de la mort ». Et ça m'avait beaucoup frappé. Et donc j'ai redécouvert la Bible et j'ai redécouvert comment l'étudier et comment la comprendre. Et j'ai arrêté de la comprendre comme étant le mot de Dieu, mais j'ai compris que c'était la transmission d'expériences de vie de 2000 ans, génération après génération, qui ont voulu nous transmettre de manière très dense et donc compliquée, et donc métaphorique, un savoir et une sagesse. Et il y avait 2 choses. Quand on est face à un problème de cette ampleur, premièrement, c'est que dans la Bible, on vous raconte que quand vous rencontrez Dieu, vous avez peur. C'est pas l'amour, la lumière, le bonheur, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, on est terrifié.
En général, la rencontre avec Dieu est terrifiante. Si elle n'est pas terrifiante, c'est que ce n'est pas Dieu. Donc le fait d'avoir peur, de me lancer dans cette aventure, je me suis dit que c'était normal. Donc, il faut aller vers ses peurs, en général. C'est ça aussi qu'on vous apprend dans la Bible. Allez vers ses peurs. Laissez-vous écouter. Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est que quand Dieu s'est adressé à Abraham pour lui dire « Vas-y, avance, je vais te faire découvrir Israël », il lui a pas dit « Ça va être simple ». Et il lui a pas dit « Tu vas voir, dans un mois, c'est fait ». Il lui a dit « Lève-toi et marche ». C'est tout ce qu'il lui a dit. Donc moi, j'avais peur. Il n'y avait absolument aucune visibilité. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas moi, finalement? Tout le monde m'a dit, ça devrait être les gouvernements. Pourquoi vous vous rendez pas compte, l'argent, la complexité, tout est compliqué. J'ai dit, oui, mais ça m'est tombé dessus. C'est pas qu'on m'a demandé, parce que je vais pas vous dire que Dieu m'a demandé de faire ça quand même. On n'est pas là. Enfin, j'y suis presque, quand même. Ma conception de Dieu m'a mis ça sur les genoux. J'étais prêt à recevoir ce message où, j'espère que ça pourra vous aider dans votre vie aussi, à un moment donné, on se dit, il ne faut pas trop réfléchir. Je pense que ceux qui ont réussi, comme j'ai entendu, vous avez fait des très belles aventures entrepreneuriales, je pense qu'il y a des moments où on est dans des actes de foi plutôt que dans de la rationalité, même plus souvent que d'autres. Hein? Ouais. Donc, on est dans cet état-là. Et c'était l'idée d'aller vers l'aventure et de trouver des gens sur son chemin qui allaient vous aider. Et la foi, dans l'Ancien Testament, dans les termes juifs, c'est trois choses. Premièrement, c'est l'écoute. Recevoir. Comprendre qu'il y a un désir. La deuxième chose, c'est la connexion et la conversation avec les autres. C'est le lien. Rien ne se fait seul. La foi n'est rien seul. Elle est que dans l'autre. C'est dans la connexion avec vous. C'est ce soir. C'est ça qui a du sens. Et la troisième chose, c'est l'action. La foi ne sert que à vous mener vers l'action. Donc, il y avait la compréhension que c'était un problème important. J'avais rencontré des gens, je me permets de les remercier ce soir, Cyril et François, qui m'ont pris au sérieux, alors que c'était un projet, moi j'étais pas dans le nucléaire, c'était complètement farfelu, etc. Et ils m'ont dit, mais super, prends des bureaux, on t'offre des bureaux, machin, viens, tu nous envoies des ingénieurs. On a trouvé des gens sur son chemin. Et la troisième chose, c'est d'essayer de le faire. Et donc, à un moment donné, on met ses économies sur la table et on lance la boîte. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est qu'on a un système qui est un peu fou, où il faut mélanger ce qu'il y a de mieux en Suisse, c'est-à-dire la recherche dans les accélérateurs de particules. C'est quand même l'épicentre de l'expertise du monde dans les accélérateurs de particules, c'est la Suisse, enfin la franco-suisse. Hein. Très négligé par rapport par la France. Macron n'est jamais venu au CERN, par exemple. C'est un peu triste. Mais il n'y a pas seulement le CERN, il y a aussi le Paul Scherrer Institute où ils ont l'accélérateur de particules circulaires qui est le plus puissant du monde, en Suisse. Un petit truc, personne ne connaît, très peu de gens connaissent, c'est extraordinaire. Et on connecte ça avec un réacteur nucléaire qui fait 8 mètres de diamètre, qui est grand comme à peu près cette pièce, okay, dans lequel on va mettre du combustible qui va être refait avec des déchets nucléaires. Voilà, donc c'est d'une complexité absolument extraordinaire et il ne faut pas trop se poser de questions. Sauf que la façon de le faire, ça a été d'aller chercher, pendant le Covid, on s'est tout pris dans la figure, puis je vous raconterai, donc on a levé de l'argent pendant le Covid, on a fait les partenariats avec Argonne National Lab aux États-Unis, le plus grand laboratoire de recherche aux États-Unis pour l'énergie. On a fait des partenariats avec le CERN, avec le Paul Scherrer Institute, avec l'ENEA en Italie, avec le centre de recherche en Tchéquie, le plus grand centre de recherche nucléaire en Tchéquie. On a accès à leurs réacteurs nucléaires. Nous sommes les seuls à avoir accès. Il y a le CEA et nous qui avons accès à leurs réacteurs nucléaires pour faire des tests. Et on était très fiers d'avoir fait un partenariat avec le plus grand laboratoire de recherche en Ukraine et avec Rosatom.
en Russie. Pour une petite boîte, pendant le Covid, de faire un partenariat avec Rosatom, c'était pas rien. C'était pas rien. Là, on retombe sur le poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Quand tu vois l'œuvre de ta vie s'écrouler d'un coup, tu reprends les pièces et tu recommences. Là, ça avait tout son sens. Parce que quand on a les Russes qui bombardent votre laboratoire en Ukraine, alors que vous étiez très fiers d'avoir un partenariat avec les deux, et que vous êtes obligé de couper les relations avec les deux, ça fait assez mal. Et je peux vous dire que ça a assez retardé ma levée de fonds. Voilà, c'est pour ça que j'étais en retard ce soir d'ailleurs, parce que maintenant ça recommence. On va se remettre de ça. Mais enfin, c'était pas évident. Donc on prend tout ça et on avance. Alors, pour finir, je suis sur la fin, je voudrais juste vous dire pourquoi c'est important. On vous parle beaucoup de Small Modular Reactor. Je ne sais pas si vous avez là, on rentre dans une question plus technique, plus business, parce que le sens de la vie c'est bien, mais parlons fric. Parce que ça, c'est les financiers. Je leur dis, on va sauver le monde. Ils disent, ouais, mais combien d'argent je vais faire? Je dis, ouais, c'est pas forcément le problème. Mais si, combien d'argent je vais faire? Dans combien de temps? Alors je dis, voilà, j'ai dû développer un discours pour les convaincre. Mais le discours, il est finalement assez simple. Vous entendez beaucoup parler de nucléaire. Le problème, c'est que le nucléaire, on voit les EPR, ça marche pas. En Chine, ils viennent d'arrêter le deuxième EPR français, c'est quand même pas une bonne pub. En plus, on est complètement dans l'explosion de budget, que ce soit en Amérique ou en France. Le Westinghouse AP1000, ils viennent dépasser les 30 milliards de budget quand même. Enfin, genre, ça devient ridicule. On vous dit qu'on va refaire le nucléaire en France, n'empêche que l'EPR2, qui est le seul design français, entièrement français, l'EPR étant franco-allemand, l'EPR2, c'est un mauvais nom, c'est pas du tout une prolongation, c'est un nouveau design complètement. Il n'est pas prêt, du tout, pas prêt. Okay. Donc on vous parle de Small Modular Reactor pour vous dire, regardez, c'est un nouveau nucléaire. Okay. Sauf que l'économie d'échelle d'un réacteur nucléaire, c'est très important pour faire de l'argent. Vous prenez un réacteur de 1300 MW, il fait 5 mètres de diamètre. La cuve fait 5 mètres de diamètre. Un réacteur de 1700 MW, elle fait 5 mètres 50 de diamètre. Donc vous avez 50% de puissance en plus pour 10% seulement de matériaux en plus. L'économie d'échelle au niveau de la puissance des réacteurs est incroyable. Et tout, la tuyauterie, tout ça, ça marche très bien. Un petit réacteur comme ça, ça n'a pas de positionnement compétitif par rapport à des gros réacteurs. Donc c'est un peu une façon d'essayer de vous dire, ouais, on va réinventer le nucléaire, ça va être super, vous allez voir, on va remplacer votre chaudière avec un réacteur, un mini réacteur nucléaire qu'on va mettre dans votre cuisine. Mais en fait, c'est très difficile. Le problème principal, c'est de détruire les déchets. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on a un problème d'abord d'éthique, mais ensuite financier énorme qui écrase le nucléaire aujourd'hui, qui est pourtant nécessaire pour la transition énergétique. Vous allez voir, c'est très étonnant. Si vous regardez les chiffres, la France et l'Allemagne, sur une même période de temps de 10 ans, ont dépensé à peu près le même budget, la France dans le nucléaire, l'Allemagne dans les renouvelables, la France dans les années 80, qui a mis en ligne plusieurs réacteurs, l'Allemagne dans les années 2010-2020, avec le renouvelable, et la France a produit presque 2 fois plus de térawattheures par an, et ça va se faire pendant 60 ans, alors que les renouvelables, ça s'arrête au bout de 25 ans. Donc pour le même argent, on a 4 fois plus d'énergie propre quand on investit dans le nucléaire. Donc c'est indispensable, c'est la seule énergie qui va pouvoir scale up assez rapidement. Mais il faut détruire les déchets. Donc nous, on est petit, parce que c'est des systèmes très compliqués qui ne permettent pas encore de grandir trop, mais on détruit les déchets. On les détruit 20 fois plus, grâce à l'accélérateur de particules, 20 fois plus que n'importe quel autre système nucléaire existant. C'est pas nous qui le disons, c'est le CEA qui le dit. Donc notre valeur sociétale, elle est de détruire les déchets, et il se trouve qu'on fait de l'argent avec la production d'électricité. Et on détruit les déchets. C'est ça qui est important. Et aussi, ça c'est la magie, comme on est un système où la réaction nucléaire se fait grâce à l'accélérateur de particules, la réaction s'arrête en 2 millisecondes si vous arrêtez l'accélérateur. 2 millisecondes, c'est comme votre lampe. Ça s'arrête comme une lampe électrique. Et la chaleur résiduelle, pour ceux qui sont des connaisseurs de nucléaire, je ne sais pas s'il y en a ici, mais il y en a toujours un qui va me dire ah, ouais. La chaleur résiduelle, elle est, comme on est dans du plomb fondu, elle est complètement évacuée très rapidement, même si tout s'arrête. Donc on a un profil de sûreté extraordinaire
qui fait qu'aux États-Unis, il y a un cheminement spécial, séparé, beaucoup plus rapide pour avoir la licence d'exploitation. On parle de 3 ans au lieu de 12 ans. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller très très vite. Donc nous, on compte sur le fait que le nucléaire traditionnel va quand même y arriver, on espère, et donc va monter en puissance, et nous, on va suivre derrière pour détruire les déchets tout en continuant à produire de l'énergie. C'est ça l'idée. Voilà. Avec des taux d'intérêt bien plus bas, parce qu'on détruit les déchets, et tous les fonds, en Amérique, il y a 50 milliards, en France, 25, qui vont monter probablement sur 60 milliards pour s'occuper des déchets. En Suisse, juste pour vous dire pourquoi je pense que c'est 60 milliards en France, c'est qu'en Suisse, il y a 25 milliards qui sont alloués pour les déchets nucléaires, il y a 5 réacteurs. En France, il y a 56 réacteurs et il y a 25 milliards. Donc on en est à rien que 10 fois plus. Donc c'est pas tenable, on a des budgets qui vont pas tenir. Donc il faut les détruire, il faut les réduire, on va pas tout détruire, mais on va en détruire beaucoup, 90%, peut-être plus. Donc les trous vont être beaucoup plus petits et vont permettre de rendre le nucléaire durable. Donc voilà, maintenant on en est à se remettre debout après l'Ukraine, qui a été un énorme problème pour nous, puisque d'abord on travaille avec les Ukrainiens qui sont formidables, et puis les Russes qui étaient formidables, qui sont toujours formidables d'ailleurs, sauf que leur gouvernement n'est pas génial, mais enfin les gens avec qui on travaillait étaient formidables. Et on avait réussi à travailler avec les Américains. Les Américains avaient accepté qu'on travaille avec les Russes et les Ukrainiens. Donc ça a été quand même beaucoup de travail à se remettre sur pied. On s'est remis sur pied, on a des nouveaux partenariats, on avance, on relance la levée de fonds. Nous avons trouvé des fonds à Genève, un peu en France, et puis la deuxième levée de fonds s'était faite sur New York, avec des fonds d'investissement américains. C'est ça qui nous a donné une certaine présence, parce qu'il n'y avait pas de fonds d'investissement qui avaient investi dans la fission nucléaire, en particulier des fonds d'investissement très prestigieux américains, et c'est ça qui nous sauve, parce que maintenant nous avons accès à l'élite de la finance mondiale grâce à ces gens-là. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie, voilà l'histoire à peu près, je ne sais pas s'il y a eu assez sur le sens de la vie, mais en tout cas, j'espère que vous ferez partie de l'aventure, que vous vous intéresserez, que vous nous soutiendrez, si ce n'est que moralement. On a besoin d'être encouragé quand on va vers une aventure un peu folle, qui est là pour aider tout le monde. Ça fait plaisir d'être invité, de pouvoir partager et d'être encouragé. Je vous remercie beaucoup.